Cette semaine à l'émission, on vit notre meilleure vie chez Ferg à Rosemère et on assiste à la première de la pièce de théâtre « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ». Bonne émission! Kalia, merci de nous accueillir chez vous. Là, j'ai eu la chance de flatter des bonnes faufounes de gros chiens. Là. Ça, c'est tellement satisfaisant. On est ici dans ton entreprise chez Ferg. Oui, avec ma petite Fergie. Avec ta petite Fergie, qui est la muse, en fait, de ton projet. Absolument, mon Ça petit fait bébé. combien de temps que tu as lancé ce royaume Fait des ici, chiens? on est installé depuis maintenant 10 mois. OK. Donc, juste en bas d'1 an. Notre anniversaire sera le 22 septembre. Mais ça fait déjà toute mon enfance, j'ai gardé des chiens avec ma famille. On a toujours adoré avoir des chiens. J'ai grandi avec minimum 2 à 3 chiens dans la maison. On est vraiment passionnés de ça chez nous. Puis quand on a déménagé dans notre maison à Rosemère, je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas offrir le service entre le temps... Excusez, t'en as à dire? Il est temps. Ça, c'est Fergie qui est un Fergie. peu... Fergie est très... Territorial? Non, pas territoriale, elle a juste bien du caractère. OK. Oui, elle aime ça faire savoir qu'elle est là, tu sais. OK. Donc, c'est ça, ça fait maintenant 2 ans qu'on est à Rosemère, puis on a commencé dès qu'on a déménagé ici, puis on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait beaucoup de besoins pour ce genre de service-là ici. Ouais. Il y a peut-être 2 pensions aux alentours, puis les plus loin sont à 20 km dans les 2 directions. Fait que ça fait en sorte que c'est vraiment le milieu qu'on avait besoin. Rosemère avait besoin de ce genre de service-là. Puis, on est aussi la seule garderie sur la Rive-Nord qui offre le service. C'est ça, je m'en allais dire. Là, toi, tu as comme créé une espèce de tout inclus pour les chiens. Ouais, tu as vraiment plusieurs services. Tu as une garderie de jour, de nuit. Les chiens peuvent... Ils dorment, mais ils dorment pas ici sur place. Encore une fois, on a un concept vraiment 100% sans cage, sans enclos. Ah ouais. Donc, les chiens, quand ils viennent dormir à la maison, ils dorment pas dans une cage, dans un enclos, dans un garage. Ils sont dans notre lit. Fait que si votre chien dort dans votre lit chez vous, il va dormir dans notre lit chez nous. Fait que Simon, si je le faisais garder chez toi, il dormirait sur ta tête. Absolument. Sur ton oreiller. C'est là qu'il dort d'habitude, il dormira sur mon oreiller avec moi. J'aime donc bien ça. Avec tous mes autres chiens. Les miennes dorment avec moi dans mon lit aussi. Fait que tout le monde ensemble. Puis vous avez un service de toiletteur aussi. Oui, on a Gaëlle, la toiletteuse sur place, qui, elle s'occupe de son propre horaire. Donc, vous avez juste à l'appeler, vous cédulez votre rendez-vous avec elle. Puis, on conseille souvent de combiner avec une journée de garderie. Ouais. Comme ça, votre chien, il a vraiment le moment de se dépenser, de courir, de sauter, de jouer, faire toutes ces petites activités. Puis ensuite, rendu dans le toilettage, bien, il est calme, il est zen. Ouais. Il aura dépensé toute sa batterie, là, justement, pour être calme pendant le toilettage. Est-ce que vous faites une sélection des chiens? Oui, il y a toujours fonctionne? Fait que la première visite, j'appelle ça la visite test. Ouais. C'est une trentaine de minutes. On doit s'inscrire en ligne, comme pour tous les autres services. Puis, ça permet de passer une petite évaluation du tempérament du chien, s'assurer que ça va bien fitter avec les autres personnalités à la garderie, que c'est pas un chien qui est trop anxieux, qui est pas capable de se présenter comme du monde aux autres chiens, qui fait de la protection de ressources. Tout ça, c'est des choses qu'on évalue pendant ces 30 minutes-là. Et on demande toujours au maître de repartir avec le chien après, parce que ça nous permet vraiment de créer une belle association dans la tête du chien, qu'il est venu avoir du fun à la garderie. C'est une nouvelle place qu'il a découvert, il a couru, il a sauté, il a eu des bonbons, il a joué, il s'est fait flatter. T'sais, tout ça, ça crée des belles associations dans leur tête, fait que la prochaine fois qu'ils viennent, ils sont excités d'arriver. Puis à ce moment-là, dans le fond, le maître va accompagner son animal ici, va quitter, faire des petites commissions. Il va pas rester ici à l'attente. Pendant la visite test, oui, le maître reste. Il va rester, OK. Parce qu'on discute des besoins du chien. OK, je comprends. Donc, tu sais, j'en ai des chiens qui sont épileptiques, donc il faut savoir bien manager ça. Il y a des chiens qui ont des allergies ou qui doivent prendre des médicaments à certains moments dans la journée. Fait que tout ça, c'est des petites choses qu'on discute ensemble pendant l'évaluation. Puis ça me permet en même temps de me prendre des notes puis de savoir exactement qu'est-ce qu'il y a de besoin puis d'ensuite communiquer ça à mon équipe pour que les employés puissent offrir le même niveau de service que moi. Puis votre ratio, ça ressemble à quoi? En ce moment, j'ai, je dirais, ratio d'humain-chien. Pendant la journée, j'ai toujours Marussia qui est là avec moi. J'ai Claude qui est mon bénévole, il m'aide beaucoup. Il vient tout le temps nous aider avec ce qui est ménage. Puis
jouer avec les chiens aussi. Mais c'est majoritairement des chiens qui passent la journée ici. Okay. Les gens ils vont venir prendre un café, passer 1 heure ou 2, mais après, ils vont quitter. Puis soit qu'ils laissent leur chien pour la journée ou ils quittent avec leur chien maintenant que leur chien est bien dépensé. Puis est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement de chiens qui viennent en garderie, mais qui viennent parce que vous avez des smoothies, vous avez des breuvages quand même super intéressants? Bien, j'en ai pas nécessairement qui viennent pour la portion café, mais j'en ai qui viennent parce qu'ils n'ont pas de chien, puis ça leur manque, ils ont besoin de cette interaction-là dans leur vie. Donc, ils viennent, ils prennent un café, puis ils jouent avec les chiens en même temps. Oh, c'est donc bien c'est vraiment fun. Justement, Claude, c'est un peu pour ça qu'il est avec nous. Claude, c'est une personne retraitée. Donc, lui, chez lui, ils veulent plus de chiens, ils veulent profiter de leur retraite. Fait que pour avoir sa petite dose canine, ben, il vient ici. Mais c'est comme un bon entre-deux parce que je suis arrivée un petit peu plus tôt avec mes enfants pour explorer un peu. Puis la réaction initiale de mes enfants, c'était « Ah, je veux un autre chien! » Mais c'est qu'on oublie des fois à quel point c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, avoir 1, 2... Là, toi, t'as dépassé la limite du 2 chiens, là. Ah, ben on en a 2 à la maison, puis ensuite, on en garde 2 à 3 à la fois. Fait que c'est sûr qu'il y a toujours une belle communauté. C'est vraiment beaucoup. Ça fait beaucoup de travail, mais je t'avoue que moi, quand j'en ai pas ou que quand j'en ai plus en overnight, il me reste juste les 2 miennes, je suis comme, oh, mais qu'est-ce que je fais? Il y en a pas qui me collent. Je les cherche un peu. Là. Je suis comme, ben il y a de la place là, il y a de la place là. Je pourrais en avoir plein d'autres. Avant d'avoir créé ton entreprise chez Ferg, qu'est-ce que tu faisais? J'étais dans le marketing. J'étais en tant que spécialiste marketing, notamment sur le numérique. J'ai travaillé beaucoup pour la restauration, faire les réseaux sociaux pour les restaurateurs, des choses comme ça. J'ai adoré ça, mais je me suis rendue à un point que je me voyais pas faire ça pour les 25 prochaines années de ma vie. Là, parce que, bon, je préférais me lancer dans mon projet de rêve. J'ai toujours voulu faire ça. Ah oui, hein? Toute ma vie. Quand j'étais petite, je le disais, je voulais un café canin, je voulais une place que les gens pouvaient se rassembler avec leur chien. Je trouvais que c'était tout le temps limitant, comme « Ah, mais on peut t'emmener le chien? » Non, on peut pas emmener le chien. J'ai voulu créer un lieu comme juste pour eux depuis très, très longtemps. Puis c'est en développant la garderie de la maison que là, le projet est comme de plus en plus concrétisé dans ma tête. Moi, j'ai un chien qui est hyper anxieux, un ado de 2 ans et demi. Est-ce que c'est une bonne idée de... Avant, moi, j'avais 2 chiens. Mon plus vieux chien est décédé cette année. Puis il avait l'habitude de jouer ensemble. Puis là, j'ai l'impression qu'il est comme en espèce de petite dépression. Il y a un petit état vraiment. Est-ce que c'est une bonne idée de l'amener 1 heure, tu sais, juste pour qu'il puisse dépenser, jouer? Absolument, absolument. Bien, tu sais, c'est toutes des choses que, normalement, on évalue justement pendant la visite test. Fait que, tu sais, si je vois que ton chien est vraiment plus du genre nerveux ou anxieux ou qu'il a besoin de plus de temps pour s'apprivoiser le milieu, bien, c'est ça que l'évaluation elle sert à faire, c'est que je vais te dire, OK, toi, ton chien spécifiquement, il va vraiment plus avoir besoin de 1 heure, 2 heures par semaine pendant peut-être les 2 premiers mois. Puis après, on va continuer, on va évoluer, on va y aller avec 1 heure de plus à la fois, peut-être 2 fois par semaine. Tu sais, on fait vraiment un plan de match spécifique aux besoins de chaque chien. Parce que c'est pas nécessairement parce que tu as un besoin de faire garder ton chien que pour lui permettre d'avoir un peu comme on inscrit nos enfants à des activités parascolaires. Oui, tout à fait. Le parallèle peut se faire aussi pour... Puis ça l'aide aussi à réduire la charge pour les parents des chiens aussi. C'est beaucoup d'arrêts dans un matin d'aller prendre son café. Tu déposes les enfants en garderie. Après, tu as le chien. T'sais, ça fait beaucoup de choses tout à une place. Fait que ici, tu arrives, tu prends ton café, tu laisses ton chien à garderie. Le chien boit son petit breuvage de on a chien. des bières pour chien, justement. Là, c'est vraiment tout ça qu'on a voulu mettre. On a voulu rendre ça le plus facile possible pour les maîtres. Puis j'ai l'impression que c'est comme une option peut-être un petit peu plus sécurisante. Viens, je vais flatter tes faufounes. Viens, vas-y. Viens. Oui, ça, c'est un bon chien. C'est peut-être une option un peu plus... un peu plus sécurisante pour certaines personnes que les parcs canins. Des fois, il y en a qui sont un petit peu plus craintifs parce qu'on ne sait pas nécessairement, comme tu dis, le background, en guillemets, des propriétaires. Des chiens. Les chiens aussi, les propriétaires. T'sais. Moi, souvent, la tendance que j'ai vue dans les parcs cachés, parce que j'ai moi-même fréquenté des parcs cachés avec Fergie, parce que pour moi, même si j'ai un petit chien, je trouve que c'est important qu'elle soit en mesure de socialiser avec n'importe quelle grosseur de chien. Fait que j'ai très rapidement commencé les parcs cachés, sauf que je m'assurais d'être ultra alerte. Parce que malheureusement, les autres maîtres ne le sont pas. Ils sont sur leur téléphone, ils jasent, ils regardent pas vraiment ce que leurs chiens font. Ici, c'est ça qui est rassurant, c'est que chaque chien qui vient a fait une évaluation test. On sait qu'il n'y a pas d'agressivité, on sait qu'il n'y a pas de protection de ressources, on sait qu'il va bien réagir
à un nouveau chien qui se présente brusquement, toutes des choses comme ça qu'on peut vraiment aller justement dans la visite. Et que les adultes qui passent leur temps, leur journée avec ces chiens-là ont une attitude aussi bienveillante. Oui, qui sont c'est aussi... ça. Puis qu'on les supervise, on est prêt à intervenir, on est dans le renforcement positif ici, on est capable de les corriger d'une façon que c'est en douceur, mais ils comprennent rapidement que c'est ça la limite à respecter ici. Bien, bravo pour ton projet. Merci. Moi, je suis prête à continuer à flatter plein de petits bébés chiens. Mais tiens, on commence avec elle. Oui! Allô, oh oui, que t'es belle. Oh, la belle. Ça, c'est Céline, hein? Céline. La belle Céline. Oh oui, oh oui. Ça, c'est un bon chien. Merci encore pour ton accueil. Merci. Puis bravo. Merci à vous d'être venus, c'est apprécié. Oh oui, t'es beau. Oh oui. Des bisous sur la bouche. Ah oui, c'est une grosse bécoteuse. Michel-Maxime, on est à la première ce soir de la pièce Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Vous êtes metteur en scène, vous travaillez un peu dans l'ombre, mais votre travail est 100% essentiel. Combien de temps ça prend monter une pièce d'envergure comme ça? C'est plusieurs mois. En fait, on commence vraiment en amont. Moi, tu sais, j'ai su là 1 an que je faisais ça. Donc, on lit le texte, on réfléchit à des interprètes, des concepteurs, des conceptrices. On réunit une équipe autour de ça. Et là, il y a des répétitions. On a environ 150 heures de répétition pour pouvoir... Bien, c'est sûr que le travail de mémorisation de texte est fait en amont, mais au moment où on rentre en répétition, bien là, c'est ça, on place ses affaires, on choisit les costumes, on réfléchit à l'espace scénique pour arriver à des répétitions. Puis on a une semaine d'entrée en salle. Là, on vient de finir notre semaine d'entrée en salle. Ça fait une semaine que vous êtes comme un peu... dans le théâtre, là, dans tout le le théâtre, temps. là, pour s'approprier l'espace. Exactement. Les cues d'éclairage, de son, tout ça, tout rentre en même temps. Et là, 10 minutes, je faisais des raccords justement avec les comédiens. OK, comment on salue, nanana, toutes ces affaires-là. Fait que c'est vraiment... il y a une frénésie. Et en même temps, il y a une excitation aussi de rencontrer son public. Bien, absolument. C'est pas tout le temps le cas. Dans le sens, des fois, on est short puis on aimerait avoir quelques répètes de plus. Mais là, ce soir, on a hâte de vraiment d'entendre des gens rire pour redécouvrir le texte, bien évidemment. Vous a fait tomber initialement en amour avec cette œuvre française-là? Ça remonte à 2016. Je travaillais avec... moi, je suis auteur à la base. Okay. Et j'écrivais des spectacles. Et on venait de faire un spectacle avec Encore. Dans le fond, je travaillais à titre d'auteur pour eux. Puis on a eu un spectacle sur lequel on avait... Ça s'était bien passé. François Roson, qui était le producteur à l'époque, m'avait appelé. Puis il m'avait dit « Hey, va donc voir qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu au cinéma. Ça pogne fort, puis je pense qu'il y a peut-être une pièce de théâtre. On venait de faire Intouchable en pièce à ce moment-là, puis ça marchait super bien. Fait que je disais, je vais aller voir ça. Je suis sorti du cinéma en me disant, OK, c'est vraiment un beau défi, c'est un sujet, même à l'époque, c'est un sujet qui est tricky, qui a des pièges. Ouais. Mais je me suis dit, c'est sûr que j'accepte, c'est un défi, j'aime ça. On commence ces aventures-là, on n'a aucune idée comment on va faire, mais on le fait. Puis voilà, on a donc fait une première version de ce spectacle-là à l'époque, ça avait super bien été. Le spectacle s'est tourné, ça a bien marché. Et puis, c'est des années plus tard, mais dans le fond, l'an passé, en fait, c'est que j'avais un projet qui aboutissait pas. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais si ce projet-là se fait pas? On voulait commencer un cycle de théâtre ici, l'été, en partenariat. Et là, je me suis dit, hey, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est tellement un sujet intéressant parce que... Et d'actualité. C'est d'actualité, puis de pouvoir juste voir la différence 2016-2017 versus aujourd'hui, ça serait intéressant de le revisiter. Fait que la première personne que j'ai appelée, c'est Rémi Girard. Il l'avait joué à l'époque. Je l'ai rappelé, j'ai dit, Rémi, ça te tenterait-tu de le refaire? Il m'a dit, oui, j'ai tellement eu de plaisir. C'est une des affaires les plus drôles que j'ai jouées. Il adorait le rôle, il adorait défendre ça. Il l'incarnait bien. Ouais, vraiment. Fait qu'il a dit, oui, j'accepte. À partir de là, on a construit la production autour de ça. Salam alaikum, alaikum salam. J'ai pogné ça sur Facebook. Qu'est-ce qui rend le personnage de Rémi Girard, Alain Bouchard, si attachant, vous pensez, auprès des Québécois? Pour moi, il y a comme, pas juste les Québécois, mais on a tous des préjugés. Oui. T'sais, on va se le dire, on en a tous eu ou on a eu des idées qui sont passées par la tête. On a toute cette personne en nous qui, des fois, on juge un peu trop vite avant même de s'intéresser aux personnes. Cette peur de l'inconnu. Peur de l'inconnu, de la différence. Donc, Alain est touchant parce qu'on a tous été un jour confrontés à ça. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est de voir que même malgré
ce côté aussi qui est un peu entêté, puis il tient à ses racines, aux Québécois de souche. Autant il est déstabilisé, mais de belle façon. Puis ça fait évoluer la pensée, pas d'Alain Bouchard, mais aussi du public qui regarde ça, puis qui rit en réfléchissant. C'est ça qui est beau. Il y a quoi, 1 million de juifs au Québec? Non, Alain, pas tout à fait. On est moins de 100 000. Je pense pas, oui. Vous êtes pas pour. Mon running gag, c'est devenu que à chaque fois que je relis, moi, je m'étais dit, je vais remanier un peu le texte, tu sais, parce que l'époque a changé, comme on se dit. Mais à chaque scène que je disais, je disais, boy, je vais remanier plus qu'un peu. Mais pas juste à cause du sujet. Oui, des fois, des sensibilités, des fois, parce que j'ai changé avec les années. Ouais, j'ai pris de l'expérience, on s'en rend pas compte. J'ai travaillé beaucoup en humour comme producteur, fait que mon oreille est différente. Fait que j'ai quand même retravaillé pas mal de petits passages. Ça a été super le fun. Je dirais, les 3/4 de la distribution, c'est tous des nouveaux interprètes qui sont merveilleux. Puis on a Michel Maxime avec qui on a beaucoup de plaisir à travailler. Il est bon, il est fin. Fait que ça a été super agréable le processus. C'est un beau défi. Fait que non, c'est un peu ça la genèse là, qui nous a amenés ici ce soir. Et t'as peur qu'ils réagissent mal au fait que je suis noir? Honnêtement, un peu. Oui. Et français? Oh oui, Paul, c'est vrai, t'es français aussi. Qu'est-ce qui vous fait le plus rire jusqu'à présent dans la pièce? C'est l'échange culturel, en fin de compte, là. Puis je trouve qu'il y a des jokes punchés, puis non, c'est très agréable. On rit, c'est drôle, très intéressant, vraiment. Est-ce que vous avez déjà vécu une situation similaire? Parce que les gens, jusqu'à présent, ils disent qu'ils se reconnaissent dans la famille Bouchard, dans la multiculturalité. OK. Est-ce que vous pensez que de voir cette pièce-là peut faire évoluer les mentalités au Québec? Ça, c'est certain. Oui. Ça fait en sorte qu'on a une plus grande ouverture. Est-ce que vous reconnaissez certaines personnes de votre entourage dans les Bouchards? Oui. Bien sûr. On nommera pas de nom. C'est ça, mais bien sûr, on en reconnaît, là. Moi, je me reconnais par rapport à une amie que son père avait des préjugés. Puis quand il apprend à me connaître, il a dit « Oh mon Dieu, ton amie, vraiment, là, super, quand est-ce qu'elle va revenir à la maison? » Qu'est-ce qui te fait le plus rire dans la pièce? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Je pense que c'est l'adaptation québécoise totale de la pièce. On peut facilement reconnaître tous les grands classiques. Est-ce que tu as déjà vécu un souper similaire? Non, heureusement. Heureusement, c'est ça. En fait, tu vois la personnalité de ton père? Oui? Dis-toi que le mien est pareil, mais ajoute le jet lag. Ben non, enchanté, monsieur Boubou. Toutou, voyons. Wilson m'a dit plein de belles choses sur vous. Ça m'étonnerait. Elle est en forme. Le voyage s'est bien passé? Air Canada, plus jamais. Quels sont les défis dans l'adaptation d'une œuvre française et de se l'approprier avec notre histoire, nous, au Québec? Ouais. C'est des défis vraiment intéressants, c'est qu'il faut trouver l'équivalent. Mais l'équivalent, c'est pas toujours la même chose. C'est-à-dire que là-bas, on est dans une bourgeoisie provinciale française un peu plus noble. Tu sais, c'est un notaire, c'est des gens, mais c'est quand même des provinciaux. Ici, on est dans un univers de banlieue, de Couronne-Nord de Montréal, Blainville. C'est un peu la même classe sociale. Tu sais, c'est une classe aisée, bourgeoise, élevée, mais c'est pas... Je sais pas comment dire, c'est le bonhomme dans l'histoire, il y a des concessionnaires automobiles, il a réussi en affaires, ça va bien. Je trouvais que c'était une forme d'équivalence pour trouver ce monsieur qui est un petit peu aux prises avec ses propres préjugés, challengé par sa famille, ses filles. Il y a comme un pied dans chaque époque, tu sais, complètement. on le voit, sa femme est entre les deux, sa femme est plus ouverte d'esprit, les filles sont modernes, lui, il est coincé là. Donc, je trouvais que ce bonhomme-là, qu'on connaît tous, devenait un peu l'équivalent du personnage. Fait que ça, c'est la première transposition. Ben, après ça, il y a lui, il a une fibre très Québec, nationaliste, il est attaché à son histoire, à René Lévesque. Toute l'histoire du Québec, ça y coule dans les veines. Fait que ça ajoutait cette couche-là, qui, à la limite, et peut-être, ça ajoute quelque chose qu'il y a peut-être moins dans le film français. C'est-à-dire, dans le film, on est dans les préjugés, dans le film français. On est dans être un peu réactionnaire, devoir s'adapter à la diversité, à la modernité. Et là, dans le fond, il y a aussi cette fibre nationaliste, fait que ça le challenge à beaucoup de place en même temps. Fait que ça amenait une couche, moi, que je considérais, tu sais, je me rendais compte, je l'ai un peu trouvé en le faisant, mais qu'il collait complètement à ce personnage et cette famille-là. Fait que l'équivalence, ça s'est quand même fait naturellement. Quels sont les projets? Parce que là, vous êtes quand même ici à Sainte-Thérèse pendant 25 représentations. Est-ce que la pièce se promène un peu partout au Québec? Il va y avoir une tournée
Oui, OK. l'année prochaine, il va y avoir ça. Là, on s'en va chez Duceppe pour pouvoir faire le festival Juste pour rire, tout c'est ça la vrai? semaine prochaine. Wow. Et après, on vient à Sainte-Thérèse. Fait que c'est vraiment super de pouvoir faire toutes ces représentations-là cet été. On voit l'engouement jusqu'à présent, c'est plein, on sent la fébrilité. Ouais. Puis je pense qu'on a tout un petit Monsieur Bouchard dans notre entourage, dans notre cercle proche. Je pense que c'est ça qui vient chercher le public autant. Oui, puis complètement. Puis tu sais, moi, une chose que j'ai trouvée belle, c'est Ariel Ifergan, qui est de confession juive, Ouais. qui joue dans le spectacle. Tu sais, lui, il disait dans une entrevue, puis ça m'a quand même marqué, il dit... C'est parce que quand on fait ça, on sait qu'on fait de la comédie. Des fois, on est caricatural, on est à gros traits, il faut que ça soit des couleurs franches. Mais on essaie quand même de mettre de la finesse. Mais lui, il disait elle est réaliste, la pièce. On lève le voile sur nos vrais soupers de Noël. Lui, il dit, moi, lui, il disait qu'il est d'une famille multiconfessionnelle et que ça ressemble réellement à ça. Ces malaises-là, ces incompréhensions, les questionnements, il dit donc, moi, je trouvais ça beau et touchant quand même de trouver que pour lui, la pièce, c'était pas une comédie hyper soulignée, c'était quand même assez réaliste. Moi, j'ai trouvé ça très beau d'entendre ça de sa part. J'ai une petite question bonus qui me vient en tête. Est-ce que c'est difficile pour vous de mettre votre chapeau de metteur en scène, puis après ça, de l'enlever, puis de mettre le chapeau de comédien? Est-ce que des fois, il y a comme... Non, ça m'aide, on dirait. Ah ouais? Ouais, parce que c'est comme si le fait de jouer, quand je me retrouve comme metteur en scène, je comprends ce que c'est aussi. Ouais. Et je comprends aussi que quand je deviens acteur, je comprends le rôle du metteur en scène encore plus. L'écriture, de réfléchir à une ligne, de réfléchir à comment on le dit, tout ça. Fait que pour moi, tout ça aide. Puis en plus, j'enseigne des écoles de théâtre. Fait que ça m'aide aussi de voir les jeunes, aussi plein d'espoir. C'est comme de garder l'espoir dans l'œil. Mais je la vois, cette étincelle-là, dans vos yeux. Ben merci. Ben toi aussi. Fait que je te le rends pareil. Je vous souhaite merde. Je le prends. Pour ce soir. Parce qu'on dit pas merci. Ah. Fait qu'on dit je le prends. C'est bon à savoir. Ouais. Fait que voilà. Puis, on dirait que c'est ça, il y a comme une énergie là, dans l'air. Je me sens moi-même une belle frénésie. Stressée, comme si c'était mais ça va bien aller. Mais de toute façon, c'est beau de voir aussi qu'il peut y avoir des erreurs. Dans le sens que c'est ça le théâtre vivant. On va être là, puis il peut y avoir des erreurs, mais on continue, puis on vous raconte une histoire. C'est ça qui est beau. C'est un rendez-vous pour aller voir la pièce Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu tout l'été à Sainte-Thérèse. Et d'ici là, je vous dis bonne semaine. Merci d'avoir été des nôtres.